L'horreur en pleine heure de pointe. L'aéroport de Bruxelles dévasté, le métro ravagé, l'Europe à nouveau frappée par la folie des kamikazes. J'ai eu trop peur parce qu'on nous a dit d'évacuer le métro, tout le monde criait, mais ça va. Ouais. Des dizaines de morts, des centaines de blessés. Insoutenable, même pour les plus hauts diplomates européens. L'Europe se savait menacée, mais elle croyait s'être rassurée quelques jours plus tôt avec l'arrestation de Salah Abdeslam. Il s'agit d'un coup important porté à l'organisation terroriste Daesh en Europe. Pourtant, les terroristes de Bruxelles semblent bel et bien liés à ceux de Paris. Et à nouveau, les regards se tournent vers les quartiers multiethniques en Belgique. Molenbeek, Schaerbeek, certains terroristes y auraient vécu et trouvé des appuis. Alors, doit-on s'habituer à vivre avec le terrorisme en Europe? Place au débat. Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale pour comprendre pourquoi l'Europe est à nouveau visée par le terrorisme, pourquoi ce sont à nouveau des jeunes d'ici qui ont grandi en France et en Belgique qui ont fait le choix de la radicalisation, et puis la Suisse. Dans tout ça, quelles vont être les conséquences dans notre pays? Va-t-on pouvoir continuer à vivre dans la sécurité? Va-t-on pouvoir continuer à voyager? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités que je vous présente tout de suite. Avec nous ce soir, Claude Lutherbacher, le vice-président de la Fédération suisse du voyage, Frédéric Esposito, spécialiste du terrorisme à l'Université de Genève, Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'Université d'Oxford, Pierre Maudet, en charge de la sécurité pour le canton de Genève, Pierre Vercotteren est politologue en Belgique, il était hier encore à Bruxelles, et puis en direct de Bruxelles précisément, Corinne Terrekens, l'une des meilleures spécialistes de l'islam en Belgique. Merci à vous tous d'être avec nous. Émission spéciale ce soir, je vous le disais, avec un dispositif spécial avec vous, David Berger. Oui, grâce au direct, ce soir, nous allons jouer la carte de l'interactivité entre vous et nos invités. Posez-leur vos questions, faites-nous part de vos réactions. Tout au long de ce débat, vous avez deux possibilités pour cela. Twitter avec le hashtag RTS Infrarouge et puis Facebook sur la page d'Infrarouge. Nous ferons vos porte-paroles auprès de nos invités. Alors Pierre Vercotteren, je le disais hier encore, vous étiez à Bruxelles, vous venez d'arriver en Suisse, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. C'est l'Europe qui a été visée, mais c'est aussi votre pays, la Belgique, terriblement meurtrie. C'est un état de choc. C'est un état de choc, mais que nous avons un peu ressenti comme un tremblement de terre. C'est-à-dire que les premières ondes de choc sont arrivées à partir de France, Charlie Hebdo et puis le 13 novembre, par la proximité. On s'attendait à ce que quelque chose comme ça puisse se produire en Belgique. Nous sommes dans le deuxième choc du tremblement de terre et cette fois nous le ressentons beaucoup plus profondément. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Paris et Bruxelles, c'est 1h30 en train, c'est vraiment très proche. 1h24 effectivement avec le TGV, ça veut dire qu'il y a, même par un certain nombre d'aspects, des nafteurs tous les jours qui utilisent Bruxelles comme banlieue de Paris et inversement. Alors avec nous en duplex de Bruxelles, Corinne Terrekens, merci infiniment d'être avec vous. Avec nous, vous êtes l'une des meilleures spécialistes de la Belgique sur l'islam. Vous avez écrit en 2009 « L'islam à Bruxelles ». Est-ce que vous attendiez à de tels attentats ? C'est toujours une question extrêmement difficile. Oui, d'une certaine manière, on s'y attendait puisqu'on a déjà vécu une phase d'alerte de niveau 4 juste après les attentats du 13 novembre et notamment pendant la période tout à fait particulière et tout à fait symbolique des fêtes. Donc, quelque part, voilà, on s'apprêtait à quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'avec l'arrestation de vendredi dernier, peut-être qu'on ne s'attendait pas si vite à ce qu'il y ait un attentat terroriste pratiquement simultané au cœur de la capitale européenne. On rappelle le bilan terrible, 31 morts et plus de 270 blessés. C'est vraiment l'Europe qu'on a voulu viser. Ça me paraît aujourd'hui assez évident. Au niveau des symboles qui ont été utilisés, ils sont à la fois
tout à fait symbolique. C'est une station de métro, donc je le rappelle, très proche des institutions européennes. Donc c'est quelque part le cœur de l'Europe qu'on a voulu viser, mais aussi l'aéroport national, qui n'est quand même pas n'importe lequel des symboles, un symbole de sécurité, d'organisation, mais aussi un symbole économique. Il y a une partie de l'économie bruxelloise qui est aujourd'hui à l'arrêt parce que l'aéroport est extrêmement endommagé et qu'il ne pourra pas refonctionner tout de suite. Alors Pierre Maudet, vous êtes en charge de la sécurité à Genève. Quand on voit ce qui se passe en Belgique, on est très familier dans le fond de ce pays. C'est un pays petit comme le nôtre, c'est un pays fédéraliste, c'est un pays plurilingue. Comment est-ce qu'on se sent ? Évidemment, comme responsable de la sécurité, on est interpellé directement. On se dit, et si ça se passait ici ? On se dit aussi, et c'est ce qu'on a pu lire aujourd'hui, que la question, on l'avait du reste évoqué sur votre plateau précédemment, c'était pas tellement est-ce que ça allait se reproduire, mais quand est-ce que ça allait se reproduire ? C'était après les attentats de Paris, vous étiez déjà là. Après les attentats de Paris, et je crois que la métaphore sismique employée tout à l'heure est juste. On a l'impression d'une série de tremblements de terre qui, chaque fois un peu plus, battent en brèche la notion d'invulnérabilité de l'État. On a l'impression qu'on est un peu impuissant, et donc ça interpelle évidemment assez profondément, avec, je crois que ce qui vient d'être dit est très juste, derrière le sentiment qu'il y a une volonté quand même bien organisée de paralyser l'état de droit, de paralyser l'économie d'un pays. On voit les effets dévastateurs que ça peut avoir dans les heures et les semaines qui suivent. Alors c'est d'autant plus frappant, j'ai envie de dire, M. Verkotteren, que la Belgique vivait avec énormément de sécurité, notamment depuis les attentats de Paris. Certains s'en inquiètent, certains dénoncent peut-être une forme de laxisme des Belges. Hier encore, Michel Sapin, le ministre français de l'économie, dénonçait la naïveté belge face au communautarisme. Alors je ne peux que refléter, ou plutôt relater, un témoignage d'un confrère qui est aussi d'ailleurs haut fonctionnaire à la Commission européenne. À l'époque, il a occupé la fonction de monsieur Affaires intérieures et judiciaires et il disait « La bombe absolue, maintenant, l'arme absolue, c'est le terrorisme ». Et c'est une chose qu'il m'a dit il y a 15 ans. Ils peuvent frapper où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Quelles que soient les dispositions. Alors, si on peut faire quelque chose, on peut essayer de prévenir autant que possible, mais avec ce terrorisme, et Tariq Ramadan pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais nous sommes devant un problème multiniveau. On frappe en Belgique, mais les causes viennent notamment d'une dimension syrique, qui est une dimension transnationale et pas uniquement locale. Et nous sommes aussi dans un problème multidimensionnel qui a des dimensions de sécurité, bien entendu, mais des dimensions d'exclusion sociale, on pourra en reparler. Des dimensions d'éducation, des dimensions de crise d'adolescence, des dimensions psychologiques. C'est un problème extraordinairement complexe et qui, et c'est encore plus difficile pour les responsables politiques, est un gène mutant entre le terrorisme d'Al-Qaïda de 2001 et le terrorisme de Daesh de 2016. Il y a énormément de différences quant au discours politique, quant au modus d'organisation et quant au modus operandi. Alors Tariq Ramadan, on parle beaucoup d'Europe ce soir. Vous êtes l'un des Européens, l'un des musulmans européens, j'ai envie de dire, les plus connus. Vous venez de publier un nouveau ouvrage qui s'appelle « Le génie de l'islam ». Comment on peut expliquer autant de haine contre ce continent, notamment de la part de certains musulmans ? Écoutez, d'abord, après la condamnation qu'il faut réitérer de nous tous, il faut en même temps que nous ayons une condamnation égale pour tous, partout et de la même façon. Parce qu'effectivement, ça touche la Belgique. J'aimerais vous dire qu'hier, j'aimerais vous dire qu'avant-hier, des innocents et des civils sont en train d'être tués par des mêmes bombes, par des terroristes, par des extrémistes violents qui tuent en Syrie, qui tuent à Bagdad, qui ont tué à Bassam, qui ont tué... Il faut que nous comprenions que nous ne devons pas nous extraire du malheur du monde en disant que seul notre malheur compte et que cette condamnation, elle doit être partout pareille. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce qu'effectivement, une des dimensions de ce problème-là est une dimension internationale. C'est-à-dire qu'on n'est pas... C'est la justice géopolitique, c'est ça ? Si vous voulez, quand vous avez des... Rien ne peut justifier ce qui a été fait. En l'occurrence, quand j'étais en débat avec Tony Blair en Angleterre, quand il disait qu'il n'y avait pas de relation entre ce qui se passait, la politique anglaise en Irak et ce qui se passait, les bombes à Londres, je lui ai répondu, sur le plan éthique, vous avez parfaitement raison. Rien ne peut le justifier. Sur le plan politique, vous avez tort. Des personnes vous disent, vous tuez là-bas, on va tuer ici. Et donc, en l'occurrence, il faut, dans cette question-là, savoir déjà de qui on parle. Par exemple, simplement pour commencer, on en parlera peut-être tout à l'heure, le terme de radicalisation est problématique quand on sait que pratiquement 80% de ces jeunes ne sont pas dans un processus de religion où ils deviendraient radicaux, ils basculent dans quelque chose. La question politique est importante et également, parce que ça dépendra aussi de nos réponses, de nous poser la question de que veulent ceux qui sont derrière ceci. Parce que ce qu'ils veulent, c'est fracturer nos sociétés. C'est qu'on puisse dire vous et nous.
et qu'on s'interpelle comme si on était étranger dans la même nation. Alors, Frédéric Exposito, j'aimerais aussi vous passer la parole. Vous êtes un spécialiste du terrorisme. Vous connaissez particulièrement les problèmes de sécurité dans les villes. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des villes européennes qui ont été meurtries. Il y a Paris, il y a Bruxelles. Il y a eu d'autres capitales aussi, Londres et Madrid. Est-ce que les villes sont plus particulièrement la cible des terroristes? Pour deux raisons. La première, c'est que tout d'abord, les villes sont non seulement des cibles, mais des lieux à partir desquels on construit des attentats terroristes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est des cibles symboliques, mais aussi beaucoup de ressources, en argent, en temps, en réseau, effectivement. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir s'appuyer. On le voit très bien dans le rapprochement entre les réseaux du crime organisé et du terrorisme aujourd'hui. On voit que les villes offre, je dirais, une base et une plateforme toute particulière et particulièrement intéressante pour favoriser ce rapprochement-là. D'ailleurs, depuis 10 ans, on ne distingue plus au niveau international la problématique du crime organisé et celle du terrorisme. Les objectifs sont différents. Le crime organisé cherche à faire de l'argent. De l'autre côté, le terrorisme on a aussi besoin, et donc ils vont utiliser les mêmes outils. Trafic d'armes, trafic d'êtres humains, en tout genre, et donc on trouve une coalition, une coalition d'une certaine façon entre les deux. L'exemple du PKK, par exemple, est assez intéressant. Au moment où on a arrêté son leader, Öcalan, on pensait que c'était la fin du PKK. Or, l'activité criminelle du PKK a, elle, continué, notamment en Allemagne. Ça veut donc dire qu'on est face à une problématique qui, dans le cadre urbain et dans la problématique des villes, est tout à fait saillante, et à cela s'ajoute une dimension très symbolique lors d'attaques terroristes, fait qu'elles sont effectivement des acteurs incontournables. Et puis, un des points que j'aimerais quand même rajouter aussi ici, un des objectifs du terrorisme moderne, c'est de favoriser la désorganisation des sociétés économiques, politiques, sociales et culturelles. Et l'exemple donné par notre consoeur, en prenant l'exemple de l'aéroport de Bruxelles, pour dire que c'est aussi une atteinte à l'économie belge, rappelle effectivement cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier, et donc de la nécessité aussi d'intégrer cette variable urbaine, et j'ai envie de dire aussi locale, dans la réflexion sur les moyens pour prévenir, mais aussi organiser la répression des activités terroristes. Mais vous le disiez, Tariq Ramadan, c'est vrai qu'on parle beaucoup des villes, mais depuis les attentats de Paris, depuis le 13 novembre dernier, il n'y a pas seulement des pays européens qui ont été visés, ils sont très nombreux, les autres. Il y a la Turquie, le Burkina Faso, le Mali, la Tunisie, pour n'en citer que quelques-uns. Oui, tout à fait. Je pense que, si vous voulez, si on a envie de répondre ensemble au problème, il faut aborder l'ensemble du problème et non pas regarder uniquement ce qui nous touche, parce qu'on donne de nouveau l'impression, vous savez, on nous écoute dans le monde aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout, et si on ne pleure que nos morts, si par exemple, comme le Premier ministre français dit, nous sommes en guerre, quand on tue nos innocents, nous sommes en guerre, quand les innocents des autres sont tués, nous sommes en paix, mais non, nous sommes déjà en guerre, la France, elle est déjà en Syrie. Donc il faut de ce point de vue-là que l'on comprenne que la première des réponses, c'est l'égale dignité de toutes les victimes et la condamnation de tous ces actes où qu'ils soient. Vous citez précisément le Premier ministre français, Manuel Valls. J'aimerais bien que vous réagissiez à ce qu'il disait ce matin, Monsieur Maudet. Il disait « On a fermé les yeux partout en Europe et aussi en France sur la progression des idées extrémistes salafistes ». Je pense qu'il a raison. Je pense que c'est une autocritique courageuse, mais un peu tardive. Courageuse parce que la classe politique française, on le voit à quelques encablures d'ici, à quelques centaines de kilomètres, je pense à Lyon, à Grenoble, a laissé prospérer des zones de non-droit qui aujourd'hui sont objectivement problématiques sous l'angle social. C'est le terreau, on a parlé des causes tout à l'heure, il faut parler du terreau sur lequel prospère le terrorisme. Et je pense que ça amène à des situations, alors on peut épiloguer longuement sur la situation de savoir si on est en état de guerre ou pas. De fait, la France est dans un état d'urgence à tout le moins. Et ce n'est pas une situation viable sur la durée. Et ça, c'est objectivement la situation à laquelle on fait face, avec, Frédéric Exposito l'a bien dit, une vraie confusion entre le crime organisé, la dimension criminelle de l'activité terroriste, et puis une espèce de franchising, de développement du terrorisme avec ces petites cellules mutantes qui s'auto-allument et qui démarrent en faisant aujourd'hui beaucoup de dégâts sans avoir nécessairement des préparatifs extrêmement importants. Pierre Vercauteren, qu'est-ce que vous répondez à ce que nous disait Tariq Ramadan sur le fait qu'effectivement, il y a une sorte peut-être de focalisation sur les victimes d'ici en Europe et on oublie les autres victimes ailleurs, ce qui génère un sentiment d'injustice? Il y a une double dimension. Nous regardons d'abord avec nos yeux d'Européens ce qui se passe en Europe. C'est une sorte de tropisme que nous avons. Et regardons même les cartes géographiques que l'on nous enseigne à l'école. L'Europe est au milieu.
Donc nous sommes avec une vision très eurocentriste dans notre lecture du monde. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une telle succession dans un continent qui se sentait en sécurité. C'est anormal. Nous redécouvrons quelque chose que nos parents ont vécu avec 2 guerres mondiales en un siècle, la peur de la mort violente. C'est une chose à laquelle nous n'étions plus habitués, que les nouvelles générations. La construction européenne, dans un de ses grands succès, toujours actuel d'ailleurs, c'est la paix entre les peuples. Mais à partir du moment où on commence à avoir un système de violence importée, ou même auto-produite, il y a un moment évidemment où les grands fondements de la paix ne veulent plus spécialement dire sécurité. Et à ce moment-là, on est devant des grandes remises en cause. Frédéric Esposito. D'ailleurs, parmi ces jeunes ou moins jeunes qui épousent ces thèses extrémistes, il y a une volonté de justifier cela comme une forme de violence légitime face à la violence institutionnelle ou sociale dont ils se sentent victimes. Et donc effectivement, ça alimente une rupture, un clivage, comme cela a été évoqué, qui se nourrit à la fois des déclarations, peut-être aussi des gouvernements, et peut-être de cette notion d'un double standard face à certaines victimes et cette question. Et donc il y a un enjeu qui est ici aussi important pour l'ensemble des démocraties, c'est d'essayer de ramener cette notion de victimisation dans un cadre démocratique et surtout d'offrir un espace, et je pense que c'est peut-être un des points qu'on abordera, offrir aussi un espace pour la contestation politique. Aujourd'hui, la réponse de ceux qui partent en Syrie, pour prendre cet exemple-là, et pour partir les armes à la main, c'est parce qu'ils refusent de rentrer dans le jeu démocratique et dans l'opposition démocratique. Ça veut donc dire que le modèle... Ils ne trouvent pas leur place. Ça veut donc dire aujourd'hui ça veut donc dire effectivement que l'espace de contestation n'apparaît plus comme légitime ou suffisant pour permettre à ces idées aussi d'être combattues et d'être débattues avec le reste de la population. Alors précisément, vous parlez des auteurs de ces attentats. Aujourd'hui, on sait qui a commis ces attentats. En tout cas, il y a 2 frères qui ont été identifiés comme les auteurs des attentats de Bruxelles. Et ils sont aussi soupçonnés d'avoir loué en Belgique des planques pour les auteurs des attentats de Paris. Il y a donc un lien très clair entre les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles. La Belgique qui apparaît plus que jamais comme une base arrière du terrorisme, mais la Belgique qui est aussi régulièrement victime de ses propres terroristes. Je vous propose ce rappel des faits avec Marc Alguevert. L'arrestation de Salah Abdeslam vendredi dernier à Molenbeek, le quartier de Bruxelles où il a grandi et où il est venu se cacher. Énième rebondissement dans un pays tantôt base arrière, tantôt cible du terrorisme. 24 mai 2014, musée juif de Bruxelles, un assaillant tue 4 personnes. Son profil en préfigure d'autres. Mehdi Nemmouche a séjourné à Molenbeek, il a aussi été geôlier du groupe État islamique en Syrie. 15 janvier 2015, une semaine après la tuerie de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, une cellule terroriste est démantelée à Verviers, à l'est de la Belgique. 2 de ses membres sont tués. Ils étaient en lien avec Abdelhamid Abaoud, originaire de Molenbeek et tortionnaire du groupe État islamique en Syrie. Dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on traque les mourtad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer maintenant. Allahu Akbar! Abdelhamid Abaoud, un nom qui refera surface quelques mois plus tard. 21 août 2015, un individu s'en prend aux passagers du train Amsterdam-Paris avant d'être maîtrisé. Selon plusieurs témoignages, il avait fréquenté une mosquée de Molenbeek. 21 novembre 2015, une semaine après de nouveaux attentats à Paris, revendiqués par le groupe État islamique, Bruxelles est en état d'alerte. Plusieurs assaillants étaient originaires de Molenbeek. L'un d'eux revenait de Syrie, Abdelhamid Abaoud. Il a été tué, mais un autre a pris la fuite. 18 mars 2016, la traque s'achève. Salah Abdeslam est arrêté à Molenbeek, le quartier de son enfance. Alors Corinne Torrekens, depuis hier, on reparle de ce quartier de Molenbeek. C'est vrai qu'il y a ces 2 frères qui ont été identifiés. C'était des Belges qui avaient grandi en Belgique, des Européens issus de l'immigration à nouveau. On a envie de dire, comment l'expliquer ? Alors, il y a évidemment beaucoup de choses, mais
D'abord, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est la question est-ce que c'est la Belgique, est-ce que c'est Bruxelles, est-ce que c'est Molenbeek? Je pense que la réponse va devoir être européenne. C'est assez impressionnant et je vous avoue que on n'a pas assisté à ça après les attentats du 13 novembre. On n'a pas assisté à une espèce de Paris-bashing ou de France-bashing en disant que c'était un problème français, etc. Et que du point de vue de la Belgique, cette crispation médiatique est assez mal vécue parce qu'on voit bien que les ramifications terroristes fonctionnent comme des réseaux. Il y a là des comparaisons à faire avec la manière dont certains réseaux mafieux fonctionnent. Et donc, le fait que ces réseaux aient trouvé des soutiens, des formes encore une fois, de cellules qui ont été activées, notamment en Molenbeek, mais pas que. Je rappelle qu'en Belgique, bien avant Molenbeek, il y a eu Anvers. Qu'Anvers est une ville flamande qui envoie plus de combattants au sein de Daesh que Bruxelles. Avant même Anvers, il y a eu Vilvoorde, on a eu Verviers, etc. Donc, cette focalisation médiatique sur Molenbeek est pour partie malvenue. Et ce n'est pas seulement Bruxelles, c'est aussi Paris. Et ça a aussi été, il y a quelques années, Londres et Madrid. J'ai parfois l'impression que la France et la Belgique découvrent les violences islamistes, alors que ce n'est pas la première fois qu'elles ont frappé le sol européen, même si, effectivement, les profils des individus ont changé. Mais alors, vous diriez que la Belgique n'est pas une base arrière du terrorisme, comme c'est répété en boucle depuis hier ? Franchement, je pense que c'est un mauvais procès. On l'a bien vu. Donc, ça ne revient pas à considérer que tout va bien à Molenbeek, qu'il n'y a pas eu de filière, qu'il n'y a pas eu de réseau. C'est une évidence. Mais par contre, les enquêtes montrent qu'il y a des filières et qu'il y a des liens, notamment avec l'Allemagne, notamment avec des filières qui sont présentes sur Cologne. Donc, rien ne peut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des filières qui sont dormantes, qui vont être activées un peu plus tard et que d'autres villes européennes ne vont pas être confrontées à ce qu'ont vécu Paris et Bruxelles. Donc aujourd'hui, ce qu'on va avoir besoin, c'est qu'il y ait une réponse qui soit européenne et que notamment les services de renseignement et les services de police collaborent. On l'a vu avec le cas de Salah Abdeslam qui a pu passer des contrôles de sécurité, notamment des contrôles de police, sans être arrêté alors qu'il était fiché en Belgique. Pierre Maudet, dans le fond, ce n'est pas un problème géographique, c'est un problème de réseau, ce n'est pas un problème belge. Alors ça n'est en tout cas pas qu'un problème belge. On voit quand même qu'il y a des terreaux plus fertiles que d'autres et ça interpelle. Je prétends pour ma part, mais c'est évidemment pas limité à la Belgique, que toutes les zones dans lesquelles l'état de droit recule, dans lesquelles les autorités tiennent parfois des discours doubles, sont des lieux dans lesquels, évidemment, les jeunes qui n'ont pas de perspective, et on regarde aussi les taux de chômage en Belgique, en France, qui nous inquiètent à certains égards, sont des lieux dans lesquels ça peut se développer, ça peut prospérer plus facilement. Pas de perspective. Et la Suisse est à l'abri, et la Suisse ? La Suisse n'est pas à l'abri, c'est là-dessus que j'allais venir. Aucun pays n'est à l'abri. Nous sommes attaqués aujourd'hui pour ce que nous sommes et pas parce que nous faisons ci ou ça dans les zones moyen-orientales. Et de ce point de vue-là, c'est important de le dire. On fait la critique de la Belgique ou de la France ou de la naïveté aujourd'hui. On pourrait la faire aussi de la Suisse et d'autres pays occidentaux. On est attaqué pour un modèle sociétal avec des jeunes qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont des nihilistes, des gens qui ne voient pas de perspective. Et ça, c'est un motif de préoccupation. Je finis juste. Ça, c'est un motif de préoccupation européen. Madame a raison de dire que c'est au niveau européen que ça doit se discuter. Attaqué pour un modèle social. Non, mais écoutez, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles parce que là, c'est très dangereux ce que vous dites. Qu'en est-il quand on attaque à Bassam, la Côte d'Ivoire? Qu'en est-il quand on attaque la Syrie? On s'attaque à un modèle de société ou c'est la même violence? Pourquoi est-ce que vous... On ne va pas opposer l'un à l'autre. Mais non, juste qu'aujourd'hui, on est attaqué sur notre modèle de société. Non, parce qu'attendons, la façon dont vous comprenez le problème va être fonction de la façon dont vous avez pensé la solution. Si vous pensez qu'en l'occurrence... Aujourd'hui, je nomme l'ennemi et je l'indique géographiquement ici. Vous devez passer par là. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que de penser que ce qui est en jeu ici, ce sont des gens qui attaquent une civilisation et des valeurs pour ce que nous sommes, ça voudrait dire que c'est contre nous qu'ils en ont et que ça n'a rien à voir avec nos politiques. Mais c'est ça que vous avez dit. Non, vous avez dit clairement. Ils prospéraient sur un rejet de l'état de droit. Vous avez dit on nous attaque pour ce que nous valeurs sommes fondamentales qui sont aussi des valeurs européennes. Non, il faut être responsable de ce que vous dites. Vous avez dit on nous attaque pour ce que... dire ce que j'ai pas dit, monsieur Taram. Mais je vais vous citer. Vous avez dit clairement on ne nous attaque pas, on nous attaque pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous faisons au Moyen-Orient. C'est ce que vous avez dit. Bon, alors expliquez-moi ce que vous venez de dire là. Absolument. Vous restituez exactement ce que je viens de dire, mais vous m'attribuez d'autres propos tout à l'heure que je n'ai pas tenus. Je prétends que les attentats qu'on a également à Bamako, par exemple, qui nous ont touchés, qui nous ont aussi bouleversés, ils attaquent aussi des intérêts économiques, ils attaquent également... Mais bien sûr. De qui? De la France?
Mais en l'occurrence, il y avait des Et Suisses puis ils qui comptent étaient pour rien. impliqués. Les Maliens comptent pour rien. Vous essayez Les Syriens d'introduire comptent un pour rien. jugement de valeur entre les différentes c'est ce que vous les faites, victimes. vous, Pas du tout. maintenant. Je dis qu'aujourd'hui, en Europe, et c'est ce qui transforme notre continent en champ de bataille, Vous pouvez nous pas avons dire une chose objectivement, pareille. bien sûr, Ce je que peux vous le dire. dites, c'est très dangereux. Mais ne pas le dire, c'est refuser d'admettre où est l'ennemi. Tariq Le Ramadan, dire, c'est très dangereux. Vous dites qu'il n'y a pas de choc des civilisations. On va revenir en tout cas sur la motivation de ces jeunes. Mais David Berger, vous nous avez rejoint sur ce plateau et c'est le temps de notre rubrique Parole citoyenne. Beaucoup d'incompréhension finalement dans les premiers commentaires que nous lisons sur Facebook et sur Twitter, d'incompréhension de ces actes, malgré le fait qu'ils soient répétés de manière fréquente, eh bien, on ne comprend pas. Et j'aimerais adresser peut-être la première question à Madame Torrekens. Et cette question, elle est posée par Marie-Claire Lindegger. Qu'est-ce que nous leur avons fait pour qu'ils veuillent installer la peur dans le monde? Pourquoi n'y a-t-il pas de discussion possible? Madame Torrekens. Ok, donc d'accord, ok, c'est directement à moi. Mais d'abord, je voudrais quand même réagir sur l'affirmation des zones de non-droit. Je vous invite vraiment à venir à Molenbeek. Moi, j'ai fait mon terrain de thèse. J'ai travaillé sur la question des mosquées à Molenbeek pendant des années. J'ai fait du terrain toutes les années qui se sont écoulées. Il n'y a pas de zone de non-droit à Bruxelles. Bruxelles n'est pas le nouveau Bronx européen. Je suis au moins une fois par semaine à Molenbeek. Les zones de non-droit, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose, qu'il n'y a pas de criminalité, qu'il n'y a pas des problèmes. Mais de là à parler de zones de non-droit, je crois qu'il faut vraiment faire très attention aux mots qu'on utilise. Et pour répondre à la question plus précise que vous m'avez posée, moi, je ne peux que vous parler de ce que j'ai l'impression de percevoir, de ce que les groupes radicaux font et avec quel contenu, avec quel discours ils viennent. Et ils viennent effectivement avec ces questions géopolitiques. Il ne faut pas dépolitiser ce qu'ils font et il faut bien comprendre qu'ils viennent avec du sens. Ils produisent des questions de sens, ils répondent à du sens que des individus peuvent se poser, notamment sur l'ordre du monde, notamment sur les rapports Nord-Sud, notamment sur un certain nombre de conflits internationaux. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas évacuer la question. Je pense qu'on a sous-estimer par exemple le traumatisme que la destitution du président Morsi a pu créer, le fait qu'il était condamné à mort avec l'accord tacite de l'Occident. Ces questions géopolitiques, ces questions internationales, elles sont bel et bien mobilisées par les groupes radicaux. Corinne il y a Torrekens, un véritable enjeu pour nos sociétés. Si vous le permettez, dans cette rubrique précisément, on va essayer de donner des réponses, si possible, un peu plus courtes pour qu'on puisse donner la parole aussi à nos téléspectateurs. Deuxième question qui s'adresse plutôt à vous, Pierre Model, nous vient de Sami Kassem. Ces événements vont accroître le racisme et le communautarisme. Comment est-ce qu'on peut casser un cercle vicieux qui est vraiment là, qui se répète mois après mois ? Précisément en montrant la primauté de l'état de droit. Quand je parlais de zone de non-droit, je parle de quoi? Je parle de quartiers dans lesquels la police n'ose plus s'aventurer. Je ne connais pas assez la situation belge pour la commenter, mais je connais la situation française pour dire qu'on a des zones, effectivement, où on découvre des kalachnikovs dans les caves, où l'on observe que la laïcité ne s'applique qu'à géométrie variable, qu'on n'a plus forcément l'impression que les lois de la République sont les lois qui priment. Et précisément, aujourd'hui, au-delà du discours politique, c'est restituer à l'état de droit qui est attaqué. C'est ça qui est attaqué aujourd'hui à travers ces attentats. La volonté de paralyser l'État, de le faire s'affaisser sur lui-même, la réponse principale qu'il faut donner. Très bien. Troisième question, elle s'adresse à vous, Tariq Ramadan. Elle vous est posée par Jürg Berhalter. Que veut en fait obtenir Daesh une fois sa politique de la terre brûlée terminée, quand tout sera à reconstruire? Avec qui et de quoi voudront-ils vivre? Ça, je serais bien en peine de dire exactement ce avec quoi ils vont vivre. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est aujourd'hui une mobilisation. Moi, je l'appelle violence extrémiste, au sens où on avait utilisé ce terme et non pas un processus une violence extrémiste, une volonté aujourd'hui de mobiliser une conscience musulmane au travers d'une identité qui est fermée contre tous les autres. C'est nous contre eux. Et ce qu'ils veulent en Occident par ces actions-là, c'est de diviser, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de mener la déstabilisation et la fracture. Ce qui veut dire que la seule solution, pas la seule solution, l'une des solutions, au-delà du fait sécuritaire, parce que je pense qu'il faut un problème sécuritaire, mais le sécuritaire n'est pas la solution, ni le fait d'aller bombarder les populations. Nous devons aujourd'hui avoir une politique en amont. Et cette politique en amont, c'est pour ça que je ne vous suis pas de votre réflexion. Statistiquement, les jeunes qui partent,
il y a eu une évolution entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe maintenant, mais les jeunes ne sont pas tous des laissés pour compte de la société du point de vue social. Vous avez des gens qui sont extrêmement éduqués. On en avait en Angleterre, ils avaient des doctorats. C'est pas des gens qui viennent des zones du non-droit. Ils ont autre chose. Ils ont un sentiment d'humiliation profonde sur leur perception. Et ça, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec le socio-économique. De ceux qui partent, mais même ceux qui agissent. C'est-à-dire, oui, c'est pas ça. Ça, c'est du... Excusez-moi, je vais vous provoquer un peu. On a des acteurs de grand banditisme, on a des petites frappes, on a... Mais oui, mais on a de tout. Ce qui veut dire... C'est une nébuleuse d'abord criminelle. Ce qui veut dire qu'il y a un problème d'humiliation qui est ressenti dans leur place de frustration. Pour certains, pour les études menées en Angleterre auprès d'une communauté notamment de Pakistanais, les recherches là-dessus sont très éloquentes. Des gens parfaitement éduqués, niveau universitaire, qui malgré tout se sentaient en marge de la société, discriminés. Et ils évoquaient une forme de racisme institutionnel. Voilà. C'est très fort, c'est extrêmement violent. Pourquoi vous parlez d'humiliation? Pourquoi ils se sentent humiliés, Tariq Ramadan? Non mais écoutez, à plusieurs niveaux. Déjà, franchement, aujourd'hui, quand vous êtes en Occident ou quand vous êtes en Europe et vous entendez parler de l'islam, c'est pas le discours le plus élogieux et le plus positif. Entre Trump aux États-Unis, qui dit ce qu'il dit en disant on va nettoyer les États-Unis, on ferme les frontières, et ce qui se dit en Europe, où systématiquement on entend ce discours-là, où vous allez devoir vous intégrer, montrez-nous que vous êtes de bons. Et systématiquement, quand on est invité à la table de la discussion citoyenne, c'est quand l'islam pose un problème, c'est pas dans la construction. Non, mais pas en Suisse, mais pas ici. Mais attendez, non, monsieur Ramadan, là je peux pas. Mais attendez, vous moi, ce que je suis en train de vous dire, attendez, la Suisse n'a de leçons à donner à personne sur la question de la perception négative de l'islam. C'est le seul pays en Europe qui, pour 4 minarets, a réussi quand même à les interdire. Ne donnez pas de leçons et à personne. Donc en l'occurrence ici... Vous en donnez beaucoup, monsieur, je suis navré, je suis obligé de vous interrompre ici. Peut-être qu'une des réponses qu'on a à donner ici en Suisse, c'est la culture, effectivement, et on l'incarne notamment à Genève, dans un cadre de laïcité ouverte, avec un islam modéré, avec lequel on travaille en amont, sur le fond, sur les problématiques, comme avec d'autres religions, qui permet précisément de créer le terreau propice. Je ne peux absolument pas vous suivre là-dessus. Non, mais moi, ce que je suis en train de vous dire, ne prenez pas Genève pour le centre de l'Europe. Donc vous êtes content de leçons à personne, mais je dis juste je vous dis simplement une chose. Si on veut être sérieux avec cette affaire-là, vous l'avez dit, et je trouve que c'est très, très important la façon dont on a posé le problème. C'est un problème multidimensionnel qui suppose une approche holistique, c'est-à-dire une approche où on regarde tous les éléments. Il y a un problème. Non, ne le réduisez pas. Mais je ne le réduis à rien, mais en disant ça, vous ne dites pas grand-chose, je m'excuse. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Si vous allez... Alors, le premier élément, il va falloir que nous aussi, nous regardions clairement, nous, les Européens. Vous voyez, quand je dis nous, je dis vous et moi. C'est bien? On est deux Suisses. Donc, en l'occurrence, ici, nous, quand on est ensemble, on a à parler de la question de notre cohérence dans la question de la politique internationale. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons cohérents sur la question démocratique, sur la question même de des États, parce que Valls parle des salafis, il critique les islamistes et il donne la Légion d'honneur. Je vous rejoins, c'est totalement incohérent. Donc, on n'est pas correct. La deuxième des choses, et je termine sur cette question-là, c'est qu'à partir d'un certain moment, sur la question sociale, je vais vous dire une chose. Contrairement à tout ce qui se dit, vous avez parlé de la France, et je le dis pour toute l'Europe, l'intégration culturelle et religieuse fonctionne dans toute l'Europe. La question, c'est l'incapacité à régler les problèmes socio-économiques. Ça n'a rien à voir avec le religieux. Et la majorité de ces jeunes-là, ils ont... Là, c'est très bien, vous voyez. Je vous rejoins très bien, absolument. J'ai d'ailleurs parler de criminels et pas de musulmans dans mon activité quotidienne, dans le travail que nous faisons. Je parle de Genève parce que c'est de Genève dont j'ai la responsabilité au niveau de la sécurité. Nous nous escrimons précisément à ne pas stigmatiser, à ne pas pointer du doigt, à travailler en amont. Et c'est essentiel. Et c'est essentiel, mais ce qui nous rejoint, ce qui nous relie, c'est le fait qu'on parle des citoyens. Je vous rejoins aussi sur le fait qu'il y a des messages complètement contradictoires de la part du pouvoir français qui, d'un côté, fustige les salafistes et de l'autre côté, attribue une légion d'honneur. C'est ce qui pose aussi problème. Et là, on fait le lit, effectivement, du terrorisme parce qu'on donne des signaux complètement contradictoires. L'autorité doit s'assumer dans toute sa dureté, mais évidemment dans toute sa cohérence. Alors, je vous propose d'aller faire un tour du côté de Molenbeek, précisément parce qu'on parle de ce quartier stigmatisé depuis hier, en tout cas du côté de la Belgique. C'est là que s'est rendu notre envoyé spécial Valérie Gilliot. On regarde son reportage. Le recueillement et l'émotion. Ce midi, une centaine d'habitants de Molenbeek étaient réunis sur la place communale pour une minute de silence en hommage aux 31 victimes des attentats de mardi. Une communauté touchée en plein cœur, son nom revient inlassablement dans l'actualité liée au terrorisme. Avec toujours cette question, pourquoi ? Dans la rue, la tension est palpable.
Les habitants fuient les caméras et refusent de répondre. Ils en ont marre d'être associés aux terroristes. Ceux qui acceptent de nous parler veulent surtout démonter les clichés. Tout le monde aime bien ce quartier. On a attrapé des terroristes qui étaient à Molenbeek, mais ça ne veut pas dire que tout Molenbeek est mauvais. Il ne faut pas se dire oui, Molenbeek, ils se sentent tous délaissés. Non, c'est pas vrai. Il y a une minorité qui se sent délaissée, mais justement les médias, ils se concentrent sur cette minorité-là pour donner cette image de Molenbeek. Cet homme regarde les informations en boucle depuis 24 heures. Il y a quelques jours, la police arrêtait Salah Abdeslam dans la rue située juste derrière son commerce. Ils ont attrapé ici, alors moi j'ai garé ma voiture toujours dans cette rue. Alors moi je suis courant et lui il est ici chez nous. Alors ça choque vraiment, c'est choqué ça. Pour ce père dominicain installé dans le quartier depuis 35 ans et président d'un foyer d'intégration, la pauvreté et le grand nombre d'immigrants dans la commune n'expliquent pas tout. On sait depuis plusieurs années, depuis au moins 2002, que Daesh ou le djihadisme est en train de recruter parmi les criminels ici à Molenbeek. On peut très bien définir dans quel district il se trouve, dans 2 des 4 districts. Si moi je le sais, qui ne fait pas partie de la police, qui ne fait pas partie de la sûreté, on doit m'expliquer pour que les autres le savent. Trop longtemps, Molenbeek aurait fermé les yeux sur les jeunes qui partaient faire le djihad. C'était vu comme bon, on faisait la comparaison avec des jeunes qui allaient en Espagne à se battre contre le fascisme et tout ça. Ça a changé seulement après, ça a commencé à changer après le 9/11, après les Twin Towers. Alors j'ai vu les premiers signes de méfiance à ce moment-là, mais ce n'était pas encore une méfiance généralisée. Aujourd'hui, c'est de Molenbeek dont semble se méfier le reste du monde, une situation dont se serait bien passée la commune, déjà face à d'importants défis économiques et démographiques. Corinne Torrecans, on parle déjà depuis un moment de ce lien entre ces jeunes qui partent et qui partent faire le djihad. Comment l'expliquer ? Il y a différents facteurs. Donc les recherches qui portent là-dessus isolent en règle générale 4 ensembles de facteurs qui expliquent que les jeunes basculent dans ce type de perspective. Il y a des éléments macro, on vient d'en parler sur la question géopolitique. La question des discriminations, je ne vais pas y revenir. Il y a des éléments plus micro de l'ordre socio-psychologique. Il y a effectivement des individus qui sont en plus grande fragilité. Il y a des individus qui ont un profil de suiviste, c'est-à-dire qu'ils suivent un membre de la famille, un ami. On voit la redondance des fratries, on voit la redondance des jeunes qui partent à plusieurs, par exemple. Et puis il y a des éléments plus environnementaux, quelle a été la trajectoire de l'individu, et puis la socialisation, parce que là aussi il y a véritablement des éléments qui vont servir de déclencheurs, qui vont venir servir de catalystes, mais tout de même, on va avoir une responsabilité en tant que média, en tant qu'intellectuel, sur la manière dont le débat public va se développer dans les jours et dans les semaines à venir. Et donc, véritablement, cette stigmatisation est véritablement malvenue. J'ai été particulièrement choquée de voir certains titres de la presse internationale, et notamment certains experts intellectuels français qui, sans avoir mené de recherche de terrain à Bruxelles et en particulier à Molenbeek, parlent de ventre mou, du djihadisme européen, et viennent à stigmatiser un ensemble d'une commune. Si on comprend que ces réseaux fonctionnent justement en filière et en réseau, il y a des cellules de complicité qui sont très locales, qui sont très micro-locales. De là à venir stigmatiser l'ensemble d'une commune de 100 000 habitants, je pense que c'est véritablement malvenu. Et je rappelle qu'en Belgique, on a eu Vilvoorde, on a eu Verviers, on a eu Anvers. Là où je rejoins l'interview que vous avez menée dans le reportage, c'est qu'on a peut-être sous-estimé pendant 2 ans, de 2012 à 2014, l'importance de certains groupes comme Sharia for Belgium et comme le Resto du Tahit, par exemple, et on leur a laissé on a peut-être sous-estimé la dangerosité que ces groupes représentaient. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la Belgique est un des pays qui a fourni le plus de combattants par habitant. Il y a 100 djihadistes belges qui sont de retour. Ça, c'est quand même pas négligeable.
Mais là aussi, il y a des indicateurs qui permettent de l'expliquer. Il faut rappeler quand même que la Belgique fait partie des très mauvais élèves au niveau des résultats de l'OCDE. En Belgique, pour vous donner un chiffre très très simple, il y a entre 20 et 30% moins de chances, si vous êtes d'origine maghrébine, si vous êtes d'origine turque ou si vous êtes africain, d'être à l'emploi. La Belgique est l'un des pays au niveau européen qui discrimine le plus au niveau de l'emploi. C'est une réalité. La Belgique fait partie des mauvais élèves au niveau des tests européens PISA, donc au niveau des tests d'aptitude scolaire. Et puis par ailleurs, la Belgique est une plaque tournante pour d'autres phénomènes criminels. On le voit dans les trafics de drogue, on le voit dans les trafics d'armes. Il n'y a pas lieu de considérer que ce soit totalement différent pour ce type d'activité criminelle. Et encore une fois, nous avons eu des réseaux et des filières très actives, comme ça a été le cas de Sharia for Belgium, dont, encore une fois, et là, même moi, d'une certaine manière, je plaide coupable, parce que nous avons peut-être estimé, de par leur style de communication très centré sur la Dawa Street, donc sur la prière de rue, qu'ils étaient un petit peu caricaturaux. Et nous avons peut-être sous-estimé le danger qu'ils représentaient. Vous avez été trop naïve? Alors, moi, je ne fais pas partie des services de renseignement, donc ça, c'est déjà une chose. Il y a peut-être là eu un moment de réaction qui a pris du temps, ça c'est certain. Ces personnes étaient effectivement à la tête de filière, où on voyait des combattants au djihad, et puis il y a sans doute eu une forme de sympathie au départ, notamment en 2012, où on s'est dit que quelque part, ceux qui partaient en Syrie étaient les rebelles, allaient défendre une cause à l'égard d'un tyran et d'un oppresseur, et puis une prise en compte du danger qu'il pouvait représenter en tant que returnees. Forme de sympathie, dites-vous, c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on réagisse à ça, à M. Vercauteren. Je pense qu'il y a un mot que Corinne Torrekens a prononcé tout à l'heure, qui est le mot du sens. Un politologue français, Zaki Laïdi, a écrit après la guerre froide un ouvrage qui s'appelle « Un monde privé de sens ». Depuis la fin de la guerre froide, il n'y a plus de capacité de la part des différentes formations politiques dans les partis démocratiques de venir avec un grand projet mobilisateur qui crée sens. Et ce manque de sens se retrouve bien au-delà des clivages religieux, des enjeux socio-économiques. Et il y a un moment alors où, et on se posait la question tout à l'heure du profil de djihadistes d'un côté, où l'on voyait ceux de Londres hautement éduqués, alors que ceux qui viennent de Belgique sont aux côtés des petites frappes, si je reprends les expressions. Qu'est-ce qu'il y a en commun? L'idée aussi, dans le moteur le plus ultime d'une recherche de sens. Et ça veut dire que quand un groupe comme Daesh ou autre vient avec un discours, c'était déjà le cas d'Al-Qaïda notamment, ils viennent avec un discours qui semble avoir du sens, directement il y a une sorte de... C'est l'échec de nos sociétés. C'est l'échec total de nos sociétés. C'est l'échec de société, c'est l'échec des projets politiques qui manquent pour l'instant. Et cela veut dire aussi que, je vais en terminer par là, pour trouver solution à un problème comme celui-là, l'état de droit est un moyen, l'état de droit n'est pas porteur de sens en tant que tel. Il faut aller au-delà dans la construction de sens pour arriver à résoudre ces questions. La reprise économique, on l'attend depuis 2008, elle constitue un terreau extraordinaire d'exclusion sociale dans l'état actuel des choses, qui est d'un de ces ferments. Mais tous les exclus sociaux ne sont pas des djihadistes. Donc il faut travailler de manière beaucoup plus intégrée. Et cela veut dire, je peux balayer devant ma porte, la Belgique est un État fédéral. Une solution passe par une coopération beaucoup plus étroite entre un niveau communal, un niveau régional, le niveau fédéral et le niveau européen. Mais c'est aussi le cas pour la France, en dépit de son jacobinisme centralisateur, doit travailler beaucoup plus entre les zones d'exclusion d'un côté, les départements et l'État. La notion de sens, elle est vraiment fondamentale, parce que si on se penche sur le cas des Suisses qui sont partis en Syrie, on voit là une dimension que vous venez de rappeler ici, c'est le fait que ce qui séduit ces jeunes, c'est le projet politique. Daesh est aussi perçu comme un projet politique, projet qui est porteur, car un des objectifs de Daesh, c'est d'être un État, d'avoir un territoire, de légitimer, d'avoir une revendication sur ce territoire, et ça veut donc dire qu'aujourd'hui, le projet politique de nos sociétés européennes, pour prendre que cet exemple-là, ne les satisfait pas. Et donc, ça veut dire qu'on est véritablement le cœur, une des dimensions qui est fondamentale, c'est quel projet politique est-ce qu'on peut offrir à ces jeunes, avec ces dimensions économiques, ces dimensions sociales, et ces dimensions culturelles qu'on n'attend pas. Et donc, il y a aujourd'hui aussi une très grande attente sur les solutions et aussi sur l'expérience de ces années passées. Moi, une chose qui me frappe aussi beaucoup, c'est qu'on voit qu'on est dans une zone difficile pour comprendre ce phénomène terroriste. Mohamed Merah a été arrêté en 2012, son procès n'a toujours pas eu lieu.
on a tiré très peu de renseignements du côté français du parcours de Merah pour essayer de le comprendre. Et ces éléments-là ne sont pas dans le débat public. Donc on voit qu'il y a aussi un énorme effort à faire pour structurer le débat. Et je pense qu'il y a à la fois un débat sur les causes et aussi un débat sur le cadre à l'intérieur duquel doit être fixé le débat sur les facteurs qui mènent ces jeunes ou qui encouragent le terrorisme aujourd'hui. Pierre Maudet. C'est vrai, il y a aussi une attractivité du culte de la violence qui amène aussi quand même des jeunes à quitter nos territoires pour rejoindre les lieux de combat. Mais au-delà de ça, vous avez raison, le problème fondamental, c'est que si on va au bout des choses, on doit quand même passablement se remettre en cause, pousser la critique relativement loin. Et la perte de sens, vous avez raison de dire, l'état de droit, finalement, c'est un peu comme un écran. C'est ce qu'on projette dessus, ça pose le cadre. Le cadre aujourd'hui même est contesté, mais au-delà de ça, c'est effectivement qu'est-ce qu'on veut s'offrir comme perspective. De ce point de vue-là, les taux de chômage que l'on connaît dans certains pays, peut-être plus que d'autres, sont le révélateur de cette orientation extrêmement pernicieuse. Tariq Ramadan. Oui, j'aimerais juste réagir à cette discussion-là, parce que la qualité de la discussion que nous avons aujourd'hui, là, à l'instant, par rapport à ce qu'on entend dans beaucoup de pays où l'émotivité, où le discours uniquement sécuritaire ou guerrier a pris le dessus. On est en Suisse. Mais attendez, vous savez, à partir d'un certain moment, on peut dire qu'on fait partie de l'Europe, mais on doit aussi prendre en compte nos responsabilités. Et je pense que le discours suisse a une très grande responsabilité aujourd'hui en Europe, parce que justement, on n'a pas ce basculement, et qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on se pose la question, exactement ce qui a été dit en amont. Il y a une question de sens, c'est vrai, il y a une question de justice sociale, d'égalité, de citoyenneté égalitaire, et puis quand vous dites, attention, c'est un grand échec de notre part, attention, l'échec n'est pas ce que l'on répète systématiquement en disant, on n'a pas su intégrer les musulmans, on n'a pas su intégrer les immigrés. C'est pas ça, finalement, l'échec, c'est la politique sociale, parce que dans les banlieues, dans les cités, il n'y a pas que des Arabes, il n'y a pas que des musulmans. Il y a une population qui est laissée pour compte et qui vit les mêmes problèmes. Donc à partir d'un certain moment, je pense que notre responsabilité, si c'est vraiment une parole européenne, c'est de regarder les expériences où ça fonctionne, regarder en amont comment on peut aborder les questions et cesser d'entretenir la peur. Ce qu'ils veulent, c'est entretenir la peur et le soupçon. Ce qu'il faut, c'est que nous nous fassions plus confiance et puis que nous venions ensemble avec des solutions de terrain, en amont et en aval. Alors vous parlez d'injustice sociale, vous disiez tout à l'heure aussi quelque chose d'important, Tariq Ramadan, vous disiez c'est pas un problème culturel, c'est pas un problème religieux. Ces jeunes, c'est pour certains des convertis ou qui épousent la religion depuis quelques mois, depuis quelques années seulement. Mais oui, parce que le problème, c'est que quand on regarde les statistiques, c'est tout à fait surprenant. Pour certains, ils sont encore en train d'être dans des boîtes de nuit et fumer de la drogue, et en même temps qu'ils préparent l'attentat. Donc ça veut dire, c'est quoi? Ça va être le salut au bout de l'attentat, donc on a un vrai problème. Donc ici, il faut qu'on soit clair. Il doit y avoir une parole religieuse qui dise ce qui est islamique et ce qui est condamné par l'islam. Ça, on doit le faire. On ne peut pas se dédouaner en disant c'est pas des musulmans, c'est pas l'islam. Ça, c'est un premier élément. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut, c'est regarder le profil et se dire, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce dont on a parlé sur la question sociale. Ouais. Il y a derrière les écrans, sur les réseaux sociaux, des gens, des experts de manipulation. Sur cette question culturelle et musulmane, vous le savez probablement, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Pierre Maudet, quand on dit ce n'est pas un problème culturel, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème social, ce problème du terrorisme, les djihadistes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'abonde dans ce sens. J'adhère totalement à l'idée que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle d'abord de criminels et ensuite on regarde éventuellement de quelle religion ils se réclament. Et toute religion dont on se réclame pour commettre des actes aussi barbares doit être condamnée. Et c'est le cas. Donc même si ces attentats sont revendiqués par l'État islamique, il faut le rappeler ce soir. C'est finalement ce que veulent les terroristes. C'est précisément ériger une communauté contre une autre. La réponse à ça, très forte, c'est de dire qu'on ne tolérera pas le discours du choc des civilisations, qu'on ne tolérera pas, plus que le discours du choc des civilisations, le fait d'ériger ces valeurs contre les autres. Et qu'il y a les valeurs de l'état de droit, la citoyenneté, c'est ça le projet politique. On est d'abord citoyen et ensuite, éventuellement, on se réfère à l'une ou l'autre des religions. La religion qui est instrumentalisée, l'islam qui est instrumentalisé. Ce qui est très important, c'est que dans les éléments d'analyse, nous devons effectivement aller au-delà de simplement le discours et se dire, par exemple, al-Baghdadi, le calife, quelle est la part d'instrumentalisation, quelle est la part de soif de pouvoir et quelle est la part de conviction profonde. Et c'est extrêmement difficile. Deuxième élément, et ça c'est un peu une question que les non-musulmans ont par rapport aux musulmans, les chrétiens ont une traduction écuménique de la Bible. Et il y a là une sorte de référence relativement claire. Du côté de l'islam, pour nous, il est extrêmement difficile. C'est quoi? C'est l'islam et qui a raison? On a l'impression qu'il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans.
Et c'est tellement protéiforme que cela prête alors le flanc à l'instrumentalisation de la part de quelqu'un. Et quand je lisais que l'université Al-Azhar a condamné les attentats de Bruxelles, l'université Al-Azhar a quand même une certaine autorité, me semble-t-il, dans le monde de l'islam, mais ce n'est pas du tout le même discours que tenu par d'autres. Et ce côté protéiforme rend les choses extrêmement difficiles à lire. De quel islam Elles rendent plus facile l'amalgame. Non, mais il y a quand même aujourd'hui, il faut qu'on écoute, sur le plan international, une parole musulmane claire de condamnation, ce qui est en train de se passer. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, l'immense... Donc il y a une condamnation. Maintenant, ce qu'il faut, effectivement, c'est justement ce que vous avez dit, savoir déceler la part de manipulation psychologique, intellectuelle, de questions sociales et de la référence musulmane. Et là, vous savez, à Molenbeek, justement, Philippe Moureau, avec lequel j'ai travaillé, qu'on a beaucoup critiqué, comme on critique Molenbeek, disait... Il faut savoir quels sont nos partenaires sur le terrain pour lutter contre... C'est le maire, c'est ça? C'est l'ancien maire. Donc, en l'occurrence, il faut surtout tresser les partenariats en amont, avant que les choses ne se passent. Ça, c'est essentiel. Je vous propose qu'on avance un petit peu dans ce débat, qu'on se demande quelles vont être les conséquences de ces attentats pour la Suisse. Est-ce qu'il faut plus de sécurité ou pas? Est-ce qu'il faut plus de contrôle aux frontières? C'est la question que nous avons posée au nouveau ministre de la Défense, Guy Parmelin. Il répond aux questions de Pierre Nebel. Un certain nombre de mesures ont été prises au niveau des cantons. Quand on parle de renforcement policier, par exemple dans les aéroports, dans les grandes gares ou sur certaines grandes lignes, c'est de la compétence des cantons, c'est au niveau de la police. Le corps des gardes-frontières, par exemple, si on prend l'aéroport de Genève-Cointrin, est fortement représenté là-bas. Naturellement qu'il y a eu un certain renforcement des mesures, mais vous me permettrez aussi de rester discret sur peut-être d'autres mesures, vu que c'est des dispositifs qui sont importants de garder confidentiels. Mais certes, on fait une réévaluation régulière en fonction du risque et on l'adapte régulièrement le dispositif d'un commun accord. On dit que tous les pays sont menacés. La Suisse est-elle vraiment une cible possible de la part des islamistes? Alors l'analyse que nos services de renseignement font, c'est que la Suisse n'est peut-être pas une cible prioritaire, mais elle peut être une cible aussi du fait des organisations internationales, du fait d'intérêts de pays qui sont en conflit ouvert au Proche ou au Moyen-Orient, et on doit tenir compte de cet aspect. Alors Pierre Maudet, vous précisément qui êtes en charge de la sécurité à Genève, quand on entend M. Parmelin parler des organisations internationales, Genève, siège de l'ONU, est-ce qu'il y a des craintes particulières, est-ce qu'il y a des mesures particulières qui ont été prises? Oui, bien sûr, Genève est un symbole, Genève est une ville internationale avec ses infrastructures telles l'aéroport, dont on a vu que c'était la cible de terroristes, donc bien évidemment qu'on prend au sérieux, on aurait tort de se croire définitivement à l'abri pour tel ou tel motif historique. C'est-à-dire plus de mesures de sécurité? C'est-à-dire plus de mesures de sécurité, mais pas une sécurité à bon compte, où il s'agit juste, entre guillemets, même si ça nous coûte déjà beaucoup, d'afficher davantage d'uniformes. Plus de sécurité, c'est en réalité la réponse à amener à ces attentats, c'est du renseignement et du renseignement. C'est-à-dire de l'intelligence développée sur la lecture de la situation, l'identification de cibles, mais également d'auteurs potentiels, et puis un travail énorme, on en est qu'au balbutiement au niveau européen, d'échange d'informations, mais d'informations pertinentes, parce que c'est un peu comme de la dynamite, comme on le manie, ça peut très vite apparaître comme une forme de stigmatisation d'un groupe, ça peut apparaître comme un dérivatif, c'est ce genre de situation qu'il faut aujourd'hui arriver à apprécier, et c'est difficile, surtout qu'on n'en a pas l'habitude. Alors on va revenir sur ces questions de sécurité, mais je voulais aussi vous présenter un nouvel invité qui est avec nous, Claude Luther-Bacher. Bonsoir, vous êtes le vice-président de la Fédération suisse du voyage. Alors la sécurité qui se pose sur le terrain, la sécurité qui se pose aussi dans les airs, j'imagine que vous avez reçu beaucoup de questions, des gens qui s'apprêtent à partir ou qui sont peut-être déjà partis. Comment ça se passe dans les agences de voyage après un attentat comme celui de Bruxelles? Tout d'abord, c'était un peu la gestion de la crise, juste au moment évidemment de l'attentat. Pour tous nos clients qui étaient en route pour Bruxelles ou déjà à Bruxelles, coincés, qui cherchaient à rentrer, ou tous les hommes d'affaires, ou personnes désirant se rendre à Bruxelles pour loisirs, qui devaient évidemment trouver des solutions de rechange, modifier leur billet d'avion, changer, annuler leur réservation d'hôtel. Donc heureusement, il n'y a pas eu de concitoyen suisse qui est décédé dans cet attentat. Donc c'était une prise en charge plutôt administrative, je dirais. Il a vraiment s'agi de donner des conseils, d'aiguiller les gens et de répondre à énormément de demandes de gens qui étaient sur place et qui, évidemment, essayaient peut-être de contacter les compagnies aériennes avec des numéros extrêmement surchargés et qui se sont retournés, évidemment, vers les agences de voyage
qui ont encore la ressource humaine nécessaire pour pouvoir prendre en compte toutes ces demandes et puis surtout faire beaucoup de modifications. Alors beaucoup de questions, j'imagine que c'est aussi des questions que vous avez reçues. David Berger, vous nous avez rejoint sur ce plateau et c'est le temps de notre parole citoyenne. En essayant d'être concis, évidemment, dans les réponses pour qu'on puisse en donner le plus possible. Mais la première question, je la pose à vous, Claude Luther-Barrère. Vous êtes, vous, spécialiste du voyage. Et une question qui est posée par Yoya Jai, finalement, qui dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un minimum en sécurité ? Est-ce qu'il ne faut plus sortir du tout? Cette peur du déplacement, de sortir de chez soi, de partir à l'étranger, est-ce qu'elle est justifiée? Alors, vous savez, c'est assez paradoxal parce que avec l'information qu'on a aujourd'hui par nos smartphones, on est abreuvé d'informations et il y a d'une certaine façon, une certaine habitude du commun des mortels à vivre un peu dans la sécurité. Donc je dirais que les crises qu'on a aujourd'hui, elles sont prises un petit peu plus facilement, si vous voulez, qu'avant. On n'a plus, comme à l'époque, on discutait tout à l'heure de la première crise du Golfe quand l'Irak a envahi le Koweït en 1991, je crois. Tout s'est arrêté. Aujourd'hui, il y a un attentat à Paris, un attentat à Bruxelles, ça crée une polémique pendant 24, 48 heures. On vit avec. Mais on vit avec. Alors après, vous avez bien entendu des consommateurs qui ne veulent plus sortir de Suisse, mais ça a toujours existé. Mais la plupart des gens, je dirais, ma foi, vivent avec. Les gens ont envie de bouger, les gens ont envie de voyager, et puis les gens ne vont pas s'arrêter de vivre. Et je pense que c'est aussi une réponse, si vous voulez, à cette insécurité latente. Alors, deuxième question qui vous est adressée, Frédéric Esposito. Vous pouvez compléter peut-être la réponse de M. Luther-Barrère. Mais la deuxième question qui vous est adressée, c'est croyez-vous vraiment qu'une augmentation des policiers et des militaires va changer les choses? Alors c'est valable aussi dans le cadre justement aéroportuaire, des contrôles aux frontières dans certains endroits. Tout d'abord, je vais rebondir avec une anecdote. En début de semaine, nos étudiants de master qui habituellement font leur voyage d'études avaient prévu d'aller à Istanbul. Et on s'était dit, au niveau des rectorats, est-ce que c'est vraiment très sécure de les envoyer à Istanbul? On leur dit peut-être ce serait mieux d'aller à Bruxelles. Et ce, quelques heures avant des attentats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, le risque ou la vulnérabilité de certaines grandes villes dans le monde, et pas qu'en Europe, est aujourd'hui questionnée. Ça veut dire peut-être, et c'est une question de société, faut-il vivre avec un risque supplémentaire? Faut-il effectivement intégrer cela dans notre quotidien avec peut-être modifier un standard de vie qui était très confortable jusque-là, avec notamment ces dimensions sécuritaires qui doivent être intégrées. Par rapport à la question qui est posée ici, c'est, je dirais, une dimension du problème. On ne peut pas sécuriser toute la société. Prenons l'exemple du débat qui a émergé ces quelques heures sur les aéroports ou les gares pour lesquels on veut renforcer les dispositifs, notamment, par exemple, en Pourquoi est-ce qu'on renforçant... peut entrer dans un aéroport avec ses bagages sans être contrôlé, finalement? Effectivement. Les se font sauter devant l'aéroport. Voilà, je veux dire, à bout d'un moment, il y a, encore une fois, on ne peut pas tout contrôler, ou alors on accepte de mettre une zone, un rayon de 4 km à l'intérieur duquel on ne peut pas approcher, on peut aller toujours plus loin. Donc c'est un vrai enjeu de société. On ne peut pas sécuriser, le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas sécuriser toutes nos infrastructures. En revanche, et c'est là où on rebondit sur la dimension des grands centres urbains. On avait des réponses courtes, si possible. Mais en revanche, il y a un élément ici qui est important. On a une concentration, effectivement, de problématiques liées aux infrastructures, réseaux, électricité aéroportuaire, qui, effectivement, oblige à repenser quelque peu la protection de ces grands ensembles. Alors, une troisième question pour vous, Pierre Maudet, qui vous est posée par Elora Ferry. Et là, c'est une préoccupation sécuritaire par rapport aux migrations aussi. Est-ce que tous les hommes arrivés avant la fermeture des frontières, fermeture entre guillemets, sont surveillés? On peut penser à la fermeture de l'espace européen, on va dire, j'imagine. Réponse non, et sans doute pas assez, mais on ne pourra jamais le faire totalement. Le phénomène migratoire aujourd'hui bouleverse aussi complètement les paramètres de sécurité. Donc la capacité de contrôler davantage, d'avoir une meilleure traçabilité, elle est essentielle. Mais on l'a vu notamment l'automne passé avec un afflux massif. Simplement le fait d'enregistrer un certain nombre de migrants était problématique. En l'occurrence pas en Suisse, c'était plutôt en Allemagne. Armée aux frontières, dont on parle cette semaine en Suisse, vous êtes plutôt favorable ou défavorable? Disons que, alors on peut engager l'armée de façon subsidiaire, les plans existent, mais quel est l'intérêt et quel est l'objectif? Si c'est d'avoir
un contrôle systématique de chaque personne qui passe, on va simplement être asphyxié au plan économique. Je prends simplement l'exemple de Genève, 100 km de frontière avec la France, plus de 100 000 personnes qui chaque jour pénètrent sur le territoire. L'idée même d'un contrôle systématique, d'abord, je ne suis pas sûr qu'au niveau sécurité, ce soit vraiment une plus-value. Et ensuite, ça provoque une congestion qui est peut-être ce que veulent d'ailleurs les terroristes. Donc, réponse à la question précédente, plus de policiers, oui, mais dans un domaine bien précis dans lequel on a accumulé du retard, c'est celui du renseignement. Le renseignement dont vous parliez tout à l'heure. Eh ben, j'aimerais juste conclure ce point de vue qui nous vient des réseaux sociaux avec une phrase qui a beaucoup circulé sur les réseaux aujourd'hui et qui se demande finalement, quand on voit ce qui peut être fait au nom de Dieu, on se demande ce qu'il reste au diable comme activité. Merci beaucoup. David, on le disait, plus de sécurité. Monsieur Vercauteren, vous disiez tout à l'heure, c'est probablement aussi ces attentats marquent la fin de nos libertés. Est-ce qu'on doit faire le deuil, dans le fond, de nos libertés individuelles ? Ce n'est pas la fin de nos libertés, mais c'est la fin d'une certaine insouciance. Nous devons redécouvrir effectivement la possibilité d'une mort violente, conscience que nous avions perdue. Je parle que nous. Les plus jeunes générations ont perdu, ceux qui n'ont pas connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Cela étant, les mesures de sécurité ne constituent qu'une solution à des conséquences. Elles ne constituent pas des solutions à des causes. Et donc, nous devons trouver un nouvel équilibre, et c'est un équilibre qui n'est jamais défini une fois pour toutes. La démocratie est toujours à réinventer. Le rapport entre sécurité et liberté est à réinventer en fonction des circonstances. Et il n'y a pas de pierre philosophale qui peut vous dire « voilà la solution ». Aujourd'hui, qui va pouvoir rester pérenne pendant une vingtaine d'années. Je suis très frappé de voir à quel point, justement, la manière avec laquelle des mesures ont été prises à l'égard des attentats d'Al-Qaïda aux États-Unis ne sont plus du tout pertinentes aujourd'hui. D'autres types de mesures sont nécessaires. Et c'est un autre rapport à la sécurité d'une part et à la liberté qui doit être trouvé. Mais si ce n'est pas la réponse sécuritaire, Tariq Ramadan, pas comment... seulement. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire... Comment éviter des nouveaux Bruxelles, comment éviter des nouveaux Paris? Il faut une réponse sécuritaire, c'est évident. Il faut en même temps travailler en amont, c'est-à-dire il faut que nous reconsidérions en Europe comme en Occident, nos politiques moyen-orientales, sur le plan international, il faut aujourd'hui considérer qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Et puis, j'aimerais dire une chose. Au moment où vous posez cette question, nous sommes en train de perdre certaines de nos libertés. Cette insouciance, nous devons la perdre. Il ne faudrait pas qu'au nom de ce que nous perdions aussi notre sens du droit de l'homme et des hommes. Je veux dire par là que quand on parle d'immigration et quand on voit aujourd'hui, dans un silence... beaucoup trop généralisé. Il n'y a que quelques voix qui s'expriment par rapport à cela. Comment on traite la question des migrants, ceux qui sont en train de fuir les bombardements de Syrie et qui viennent à nos frontières, que l'on ait vu des responsables politiques dire qu'il faut qu'on distingue le chrétien du musulman et que pour quelques-uns qui pourraient potentiellement être des terroristes, on accepte de traiter tous ces gens comme si c'était des êtres indignes et des potentiels criminels. Il faut vraiment que nous fassions attention que notre perte de liberté ne veuille pas dire la perte de la dignité des autres. Et ça aussi, c'est une politique en amont. Je pense que nous devons considérer cette question de la citoyenneté, elle ne peut pas passer uniquement par perte et profit, la question des droits humains, de ceux qui se déplacent, parce qu'ils sont aussi victimes de politiques internationales. Donc la politique sécuritaire, mais pas au prix des droits, et puis en même temps, dans une politique générale qui, comme vous le disiez, parce que là-dessus je suis d'accord, il faut que nous travaillions en amont de façon impérative. Avec la politique sécuritaire qui a montré ses limites, parce qu'on le rappelle, la Belgique était hyper sécurisée depuis des mois. Là, il y a une accélération, une rapidité. Ce qui est frappant dans ces attentats, c'est de réaliser 48 ou 72 heures après qu'en fait, on connaissait la situation de ces gens, on les traçait, mais qu'on n'avait peut-être pas recoupé l'information. Et je crois que là derrière, c'est vraiment redonner du sens. On parlait du sens, de la cohérence, à un discours beaucoup plus global. La sécurité est une partie de la réponse, mais ça n'est pas la seule. Aujourd'hui, on doit avoir un débat public sur le degré d'intrusion que l'on s'autorise, les entorses aux libertés, parce qu'il faudra passer par là aussi, peut-être temporairement, mais il faut bien évidemment éviter de fabriquer la génération suivante de terroristes en pratiquant des humiliations, en allant beaucoup trop loin dans certaines de ces entorses. Et c'est tout ce débat-là, très politique et finalement très intéressant, un vrai débat sur le dosage des mesures qu'on doit mener. Typiquement, mettre des militaires partout dans un aéroport, aujourd'hui, c'est se rassurer à bon compte. Et c'est pas ça dont il s'agit. Les mesures préventives, c'est peut-être intrusif dans le domaine des libertés, s'agissant du contrôle des personnes, mais c'est aussi des mesures préventives dans les quartiers relatives à l'intégration, capacité de créer du lien et de s'offrir une perspective. Alors on arrive presque à la conclusion de ce débat et c'est le temps de conclure.
Et j'aimerais revenir à vous, Madame Terekens, qui avait été en direct avec nous de Bruxelles. Vous qui, je le disais, connaissez très bien les musulmans de Bruxelles, de Belgique. Votre solution à vous, dans le fond, c'est quoi votre souhait ce soir pour éviter ce qui s'est produit hier à Bruxelles avec ces 31 morts et ces 270 blessés, on le rappelle? Mais c'est notamment qu'on tire des enseignements, on a parlé de sécurité, mais c'est évident aujourd'hui que si on ne travaille pas sur la question de la cohésion sociale, on a parlé du sens aussi. Si nos sociétés n'arrivent pas à reproduire du sens, un horizon de sens, eh bien on n'y arrivera pas et on continuera à fournir des soldats à l'État islamique. Mais il faudra aussi qu'on travaille et qu'on tire des enseignements sur tout ce qu'on fait. Je parle de la Belgique et de la France parce que ce sont les contextes que je connais. De la polarisation du débat public qui est constant depuis 89 en Belgique sur la question de l'islam, avec un certain message que l'on renvoie dans l'opinion publique. Est-ce que finalement c'est possible d'être belge et musulman et d'être belge, musulman et pratiquant? Et là, je pense que véritablement, il y a des choses à faire et des enseignements à tirer, notamment dans la possibilité de soutenir une troisième fois celle qui, à ma génération, les trentenaires, les quadras, qui sont dans le tissu associatif musulman et qui attendent un soutien de la part des autorités publiques, qui attendent le partenariat, sans toujours qu'on cherche à savoir s'ils sont effectivement modérés, pas modérés, avec une mise à l'opprobre au niveau de certains médias, de certains articles de presse qui aujourd'hui est véritablement problématique. Je pense que depuis le 11 septembre et certainement depuis les attentats de 2004 et de 2005, on est passé à côté d'une possibilité, d'une occasion, en ne faisant pas confiance à certains leaders de la communauté musulmane, à cette intelligentsia qui émerge. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Très bien, Madame. En tout cas, merci beaucoup. On espère que votre appel sera entendu par les autorités belges, mais aussi françaises et suisses. Pourquoi pas? Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci en particulier à nos deux invités belges, dont l'un a fait le déplacement à Genève. Merci à vous de nous avoir suivis. Avant de vous dire au revoir, ce salut et cet au revoir à Jean-Luc Staub, qui prend sa retraite ce soir, qui travaille à la télévision depuis 37 ans et qui travaillait ce soir pour la dernière fois à la télévision. Bonne fête de Pâques à vous tous. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. On ne prend pas encore notre retraite. Ça sera le mercredi 6 avril pour un nouveau débat d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.